Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour aller dessiner là où plus personne ne parle. Pour commencer, le premier endroit, parce qu'il y en aura 3 en tout, c'est le Muséum d'Histoire Naturelle. Vraiment j'adore cette galerie. Je suis allée en premier faire un petit tour en extérieur parce que j'y voyais des jolies serres et des arbres splendides. Je suis trop contente parce qu'au cœur de l'hiver, et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait ça en cette saison, j'ai croisé un arbre si coloré. Il y avait donc un Ginkgo biloba? On va l'appeler l'arbre doré, hein? C'était vraiment resplendissant et j'ai pu m'en approcher pour pouvoir le regarder en détail. Il y avait plein de jolies feuilles tout autour et la façon dont les branches se tordaient, je trouvais ça incroyable. Plus j'observais, plus j'avais envie de les dessiner. J'en ai pris pour les mettre dans mon carnet. J'en ai choisi 2 avec des couleurs bien différentes, une dorée et une un peu plus verte. Je les ai scotchées dans mon carnet et ça fait maintenant quelques mois qu'elles y sont et elles tiennent hyper bien. En fait, elles n'ont absolument pas bougé, c'est une super astuce au final. Ensuite, je suis passée devant cette serre qui m'a instantanément fait penser à Piltover dans Arcane. J'aime trop, j'ai l'impression que tout Paris m'y fait penser. Puis, c'est parti pour l'intérieur de la grande galerie de l'évolution du Muséum d'Histoire Naturelle. J'aime beaucoup cet endroit. Déjà, parce qu'il est immense. Et parce que dès qu'on arrive, on est directement happé par ces immenses squelettes de baleines. Puis après, la mise en scène globale est aussi vraiment très sympa. Ils ont fait une sorte de fil d'animaux, un peu type Arche de Noé. J'aime beaucoup les lumières, c'est très apaisant. Bon, en parallèle de ça, c'est pas ouf pour filmer car c'est très sombre. Puis, ça m'a rappelé plein de souvenirs. J'avais fait une sortie scolaire et dessiné ici avec ma classe il y a une dizaine d'années. C'est pour un cours de perspective. Mais vu que c'était vraiment pas ma matière préférée, j'avais un petit peu triché, on pourrait dire. En fait, j'avais dessiné les girafes en immense au premier plan. Un petit peu comme je vous ai filmé juste là. Et du coup, ça cachait complètement la perspective qu'il fallait que je dessine derrière. Je trouve ça génial de revenir si longtemps après avec toujours la même passion pour le dessin, mais sans la pression des notes et des professeurs. Et je me suis aussi promenée un petit peu partout. De là où j'étais, je voyais une très jolie scène, avec le bleu en dessous, de là où ils mettent tous les animaux des sous-sols des fonds marins, et juste au-dessus, le doré. Les deux ensemble contrastaient si bien et c'était vraiment très sympa à voir. Puis, j'ai croisé des dodos. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à une amie qui était en Nouvelle-Zélande récemment et qui me disait qu'elle avait remarqué que dans leur musée, ils étaient très portés sur l'extinction des espèces et la sensibilisation par rapport à ça. En parallèle de ça, j'ai l'impression qu'en France, c'est très anecdotique, alors que là-bas, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment à cœur de montrer plus pour qu'on fasse vraiment attention à ça. Je suis aussi passée devant ces squelettes que je trouve fascinants. D'ailleurs, petit indice sur ce que vous allez voir tout à l'heure, il y en aura beaucoup plus dans les 2 endroits où on ira ensuite, même si on a un où normalement on ne devrait pas les voir. Je retourne dans la grande pièce principale. J'adore parce qu'il y a des ambiances colorées complètement différentes. En me posant pour dessiner, j'ai compris que ces lumières reproduisaient une journée entière. Ça commence par le lever du soleil jusqu'à la nuit, en passant par des orages, des arcs-en-ciel et plein d'autres expériences. Il y a en plus de ça une ambiance sonore qui matche complètement avec la luminosité, comme des petits grillons la nuit par exemple. Franchement, je trouve que c'est une sacrée expérience d'y rester assez longtemps pour notifier ça, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Du coup, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très haut. Il y a plusieurs étages et on a une belle vue d'en haut. Et là, ça m'a beaucoup amusé de voir en parallèle la file des animaux et celle des animaux humains juste à côté. Wouah, ce crocodile! Oh là là, cette tronche, franchement, il y en a plein quand tu les croises, tu te dis ah lui, j'aimerais vraiment pas le voir dans la vraie vie. Déjà que quand je les croise là, je suis pas sereine. J'ai toujours un petit peu le cœur séparé en deux quand je vois des animaux comme ça. Parce que vous savez, moi, la protection animale me tient beaucoup à cœur. Il y a toujours une partie de moi qui se dit « Ah, j'espère vraiment qu'ils n'ont pas été récupérés par des braconniers ou ils n'ont pas été tués exprès pour le musée. » Bon, j'ai beaucoup entendu dire qu'avant, ça pouvait être plus souvent le cas, mais qu'avec des spécimens plus récents, normalement, ils faisaient quand même vraiment plus attention d'où ils viennent. Que ce soit par exemple des animaux qui étaient, bon, pas non plus beaucoup mieux, mais dans des zoos, qu'ils les récupèrent après, ou qui ont été trouvés dans des réserves naturelles, là c'est mieux, ce genre de choses. Donc ils n'ont pas été tués exprès, et c'est quand même vachement mieux. Là j'ai croisé des ornithorynques qui jouaient, ils étaient trop mimes. J'avais pas d'endroit pour me poser pour les dessiner sur le moment, mais j'ai pris une photo et clairement je vais les dessiner plus tard. Du coup, j'ai décidé après moult réflexions d'aller me poser dans une table au bar qui est dans le musée. Car elles étaient complètement vides et j'étais en mode franchement ce serait tellement bien de juste pouvoir m'asseoir là sur la table et de dessiner la galerie. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains et j'y suis allée. Là, j'ai commencé par poser le croquis pour pouvoir placer le tout dans la feuille. C'était assez compliqué car mon carnet est franchement minuscule comparé à l'immensité du lieu que je voulais dessiner. Mais je m'en suis pas trop mal sortie. Vu qu'il commençait à y avoir de plus en plus de monde sur les tables autour de moi, je ne voulais pas prendre la place de gens qui consommaient. Alors je suis allée me prendre un petit thé vanille caramel. C'était super bon. Je suis même allée redemander 2 fois par la suite de l'eau pour bien essorer ce sachet. Parce qu'au prix où il était ce thé, j'allais en profiter jusqu'à la dernière goutte. Mon fameux stylo marron que vous commencez à bien connaître, le Sakura Micron Sepia. J'ai commencé à dessiner tous les détails de la barrière au plafond. C'était très chouette. Je suis vraiment très contente de dessiner d'après réel et non plus uniquement d'après photo, parce que c'est une autre expérience. Je trouve qu'on se perd beaucoup plus facilement dans la réalité.
Par exemple, je me demande souvent où est-ce que j'en suis dans les carreaux, dans les étages, dans ce genre de détails. Car il y a vraiment un énorme changement de regard entre quand tu regardes l'immensité de la réalité vs quand tu te retrouves sur ton tout petit carnet. Alors que quand c'est une photo sur ton téléphone, c'est beaucoup plus simple parce qu'elle est déjà aplatie en 2D, le cadre est fixe et il y a moins à relever la tech, ça bouge beaucoup moins. J'aime bien les deux, c'est différent en fait, mais je pense que pour l'instant je préfère faire les choses en vrai. Ça me permet aussi d'observer tout ce qu'il y a de vivant dedans. Donc voilà, là j'ai continué à dessiner en me concentrant sur la perspective car je sais que c'est pas mon point fort et éviter au maximum les erreurs là-dessus. Voici l'avancement, j'en suis très contente. J'ai doublé l'épaisseur de mon trait pour représenter le squelette de la baleine qui est au premier plan, vu qu'on le voit le plus proche, et j'ai essayé de faire l'inverse plus fin dans le fond de l'illustration. Ça y est, j'ai enfin fini, et le tout sur place. J'ai tout donné, car je commençais à avoir super faim, mais je voulais vraiment le terminer d'abord. J'ai fait quelques erreurs, mais ça se voit pas trop. J'ai bien rattrapé le truc, et le rendu final est vraiment chouette dans l'ensemble. Je suis assez fière de moi parce que j'ai vraiment vu une sacrée différence. Comme je vous disais, il y a une dizaine d'années, quand je suis venue faire un dessin au même endroit avec l'école, je n'avais pas eu autant de fun. Je pense qu'il y avait la pression de la note, le regard des autres, le fait qu'on ait un temps plutôt court pour le dessiner, chronométré aussi, et un format gigantesque, format raisin. Comparé à ça, c'est ridicule la taille, c'est assez drôle. J'avais aussi bien moins de compétences en dessin, et là je suis revenue au même endroit, dessiner la même chose, et j'ai totalement kiffé. Ça me fait trop plaisir de voir la différence entre les deux. Franchement, je suis très contente du rendu. Je me suis même chauffée pour faire la mise en couleur. Là par contre, trop compliqué de le faire d'après réel. La luminosité change en continu en fonction des événements de la journée qu'ils veulent faire passer avec la lumière artificielle. Là par exemple, c'est la nuit, c'est tout bleu, c'est super sympa, le petit bruit des grillons, tout ça. Mais du coup, ça va vachement impacter les couleurs des animaux et de l'architecture aux alentours que je vais devoir mettre en couleur. Donc là pour la suite, j'ai pris une photo et je me suis fiée à ça. Surtout qu'ils ont mis un arc-en-ciel. Donc c'était parfait pour moi et c'est parti. Du coup, je mettrai le rendu à la fin de la vidéo dans ma petite revue du carnet. On est déjà un autre jour, et quand la journée commence sur une vue comme ça, j'adore. Ça sent, ça respire le matin hivernal. Il fait bien froid, bien glacé, mais le soleil qui pointe quand même son nez, ça fait plaisir, parce que la veille, il avait fait extrêmement moche. Donc c'est parti, je saute dans les transports pour aller au deuxième endroit rempli de squelettes. Je trouve que le métro, c'est une super expérience en soi aussi. Bon, je dis sûrement ça car je suis de passage à Paris et n'y habite pas au quotidien, mais j'aime trop les lignes, particulièrement celles qui sont en extérieur. Vous savez que j'ai une petite passion pour m'imaginer tout ce qui se passe dans la vie des gens. Et là, ça en est un condensé. Alors, j'ai toujours une petite pensée pour eux, en me disant que ça doit être pas forcément super cool d'habiter juste en face de métro parce que c'est quand même vachement bruyant et avec beaucoup de vis-à-vis. Mais j'aime bien aussi le fait de croiser les autres âmes dans le métro. Même si j'ose un peu moins regarder les gens dans le métro dans lequel je suis, car j'ai un petit peu peur de les mettre mal à l'aise. J'aime le fait de croiser des gens, des humanités, des vies entières, seulement pour quelques secondes. Je trouve ça hyper poétique. J'aime observer et capturer tout ça. Puis, on passe au-dessus de l'eau. J'aime beaucoup ces moments-là aussi. Je trouve que c'est comme si on flottait, un petit moment suspendu. Il y a vraiment un truc super joli à passer par là, surtout quand c'est la nuit avec les lumières qui se reflètent dans l'eau. Je pense que c'est mon moment préféré. Et de prendre le métro en extérieur aussi, ça m'a permis de remarquer énormément de magnifiques tags, de street art et de belles créations. Je me dis qu'il y en a certains qui doivent sûrement être des grosses commandes parce qu'ils font toute la taille du bâtiment. Je trouve ça vraiment magnifique et en plus il y en a énormément. J'en croise aussi quand je marche à pied dans Paris, mais là, étant pile en face à la hauteur, c'était vraiment trop bien d'avoir une autre perspective sur ces jolies créations. Et parfois, dans le reflet de la vitre, il y a comme un retour sur sa propre vie. Bonjour moi, bonjour vous. Je suis contente parce qu'en ce moment, j'essaye d'endiguer l'habitude que j'avais de partir sur Instagram dès que j'avais quelques secondes de répit. Et maintenant, j'observe de plus en plus ce qui m'entoure. Là, notamment, je passe bien une bonne minute à regarder ces poignées de porte. Franchement, à force, je trouve le design vraiment très stylé et harmonieux. Donc c'est parti, maintenant je l'ouvre et on va passer aux os des os. Je crois que cette blague marche mieux à l'écrit quand même. Tada! Bienvenue dans la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée. J'avoue que je suis un tout petit peu en retard sur mon planning, donc je ne pourrais pas y rester très longtemps. C'est un peu frustrant, mais c'est quand même très stylé comme lieu. J'étais tellement absorbée par la contemplation de tout ça que j'ai oublié de vous faire des plans rapprochés dès l'étage du bas, avec tous les humains, les autres animaux, les poissons, les oiseaux, etc. Et il me semble que ce sont des spécimens assez récents, que plus ou moins il y a max moins de 500 ans à partir de maintenant. On se retrouve donc au deuxième étage, qui est celui des dinosaures. Vraiment, c'est une chance inouïe, que ce soit pour les anciens squelettes ou des plus récents, de pouvoir être face à eux, juste à côté, en fait, et de se rendre directement compte de leur taille comparée à la nôtre. Vraiment, j'ai été fascinée de voir tout ça. Également, j'ai remarqué que sur des très vieux squelettes comme celui-là, il y a une sorte de... je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est comme s'ils étaient polis. Oui, ce sont des très gentils petits os de dinosaures. Bon, cette blague était facile à faire. Mais bref, ils sont devenus complètement lisses.
Il y en a, on dirait presque que c'est de la porcelaine parce qu'ils sont blancs, et pour les noirs, on dirait presque du métal. Je trouve ça vraiment incroyable à regarder. J'aime beaucoup la construction, de se rendre compte à quel point c'est proche des squelettes des animaux vus juste en dessous. Petite pensée aux poules, qui sont les plus proches descendantes des dinosaures, il me semble. Et d'un autre côté, c'est tellement éloigné quand on voit leur gigantisme, la taille que ça a, c'est monstrueux. J'étais avec une amie et on s'est aussi beaucoup amusé à deviner à quoi pouvaient ressembler les dinosaures à partir de leur squelette. Comme toujours, la science est en constante évolution et au début, on imaginait ces lointaines créatures d'une certaine façon, puis de nouveaux éléments ont été découverts, remettant en question toute la vision qu'on s'en était faite. Avez-vous déjà vu un squelette d'hippopotame ? Franchement, je vous mets ça à l'écran, c'est incroyable. Oui, ça. Si je vous dis que ça passe la journée à flotter dans l'eau et à manger des pastèques, bah ça semble étonnant, on le croirait pas. Ça m'a fait la même chose avec les squelettes de morse. Vu qu'il y a souvent que les noms scientifiques décrits à côté des squelettes, souvent je ne savais pas à quoi ça correspondait. Et c'était une sacrée découverte en tapant sur internet et en voyant les photos. C'était pas du tout ça que j'imaginais. Ces deux crânes aussi, je les avais dessinés avec l'école il y a longtemps. Ça m'a bien fait rire de les recroiser. Et ça m'a fait me rendre compte d'à quel point dessiner quelque chose, cela me l'imprégnait dans ma mémoire. Je l'ai pris en photo et je compte bien le refaire un peu plus tard dans mon carnet. Ça fait un petit moment que j'étais pas revenue dans ce musée et ça m'a fait bien plaisir parce que j'ai eu l'impression de le redécouvrir. Il y a certains musées, je les connais un petit peu comme ma poche et je peux vous faire un petit tour du propriétaire très facilement. Celui-là, ça faisait vraiment plusieurs années que j'étais pas allée. Et j'y suis même retournée 3 jours après avec une amie qui elle était ostéopathe et c'était tellement intéressant. Parce qu'elle avait plein de choses à m'apprendre, des détails sur les os, les muscles, les nerfs et tout ce qu'il y a dans le corps. Je pouvais lui poser plein de questions et on avait plein de réflexions sur les différents squelettes. Et vu que c'est un lieu d'anatomie comparée, notamment à l'étage du bas, où on trouve plein de races d'animaux et d'humains mis en parallèle, juste les uns à côté des autres, du coup on pouvait vraiment très facilement mettre en parallèle les différentes tailles, les différentes formes, les différentes modifications des os, par exemple ceux qui s'adaptent en fonction des différents besoins et des environnements. Il peut y avoir des plus grandes dents, des plus grandes cavités orbitales, plus de cervicales, et bien sûr on peut très facilement voir la différence entre un herbivore et un carnivore, tous ces genres de détails que j'adore. Par exemple, se rendre compte que malgré sa taille, la baleine n'a que 2 côtes de plus que nous, mais que le tatou, lui, en a presque le double. Si j'ai bien compté, il en avait 21, et nous on en a 12. Ce qui, il me semble, est plutôt rare, car globalement on trouve d'immenses similitudes entre tout le monde, mais plutôt avec des variations de taille des os. J'ai aussi appris qu'on avait un os dans le crâne, entre les yeux et le cerveau, appelé le sphénoïde, en forme de mini bassin. Il y aurait ici plein de théories actuellement très intéressantes qui parlent du lien entre sa verticalisation et le développement de l'intelligence humaine. Je pense à être calée en os, mais je continue toujours d'en découvrir. Je suis toujours extrêmement fascinée par la chance de pouvoir voir ces squelettes, de vrais squelettes qui ont vécu il y a des centaines de millions d'années pour certains. Je trouve ça ouf quand on voit les dates dessus, ça paraît tellement loin que j'arrive même pas à me le représenter. On était à quelques minutes de l'heure de fermeture, mais ça me frustrait trop de pas avoir encore décidé. Du coup, je me suis quand même vite fait poser sur un banc dans un petit recoin, en espérant éviter les gardes qui commençaient à dire à tout le monde que ça allait pas tarder à fermer pour pouvoir dessiner un dinosaure. Bon, c'était pas un T-Rex parce qu'au final, j'ai appris que les T-Rex, c'était un peu comme son nom l'indiquait, le roi des des tyrannosaures. Et du coup, celui-là, c'était d'une autre famille. C'est vraiment très sympa quand même de pouvoir le dessiner. Et j'ai eu un top chrono de le faire en 10 minutes. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un rush comme ça sur un modèle fixe, à part parfois quand je fais un petit peu des modèles vivants sur Twitch, mais je peux toujours un petit peu tricher en rajoutant du temps. Donc voilà, c'était super sympathique et franchement je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. Là aussi j'ai eu un peu du mal avec la taille du carnet qui est beaucoup trop petit. Au début j'étais bien contente que ce soit un carnet de voyage. Je pense qu'un format A5 aurait été peut-être un petit peu mieux. Mais c'est pas très grave, ça le fait quand même et surtout que je peux dessiner discretos dans le métro avec. J'aime vraiment l'ambiance qu'il y a dans ce musée en fin de journée. Quand tout devient un peu sombre aux alentours, avec les lumières qui s'allument, on dirait un cabinet de curiosité. Moi, c'est une vibe que j'adore de toute façon. Là, j'avais un petit coup de cœur pour tous ceux qui étaient dans des petits dômes en verre. J'adore. Il y a vraiment un côté un petit peu magique et mystique auquel j'accroche complètement. Le lendemain, j'ai eu tellement de chance, j'ai chopé un des seuls rayons de soleil du mois entier que j'ai passé à Paris. Je suis allée faire un tour au cimetière du Père-Lachaise. Je l'aime tellement ce cimetière. Je vais le visiter presque à chaque fois que je passe à Paris. Et c'est fou parce que malgré tout ça, j'arrive quand même un petit peu à me perdre à l'intérieur. Moi qui ai un excellent sens de l'orientation, il y avait des moments où je me suis dit, là je suis pas trop sûre de où est-ce que je suis. J'ai une idée globale bien évidemment, mais ça change de ce que j'ai l'habitude. Je suis trop heureuse qu'il fasse si beau. Je peux me promener au soleil, regarder le beau ciel bleu et sentir le froid sur mes joues. Et c'est parti pour faire un petit tour. J'ai mon petit rituel. J'aime bien retourner dans des lieux que je connais bien et je repasse par les mêmes endroits en général, même si j'utilise des chemins à chaque fois différents. Je vais visiter 2 ou 3 tombes qui me parlent et après je découvre des nouveaux endroits parce qu'il y en a toujours dans ce cimetière devant lesquels je vais me poser pour dessiner ou lire. J'aime beaucoup observer les différentes structures de chaque caveau, de chaque tombe, de voir qu'il y a des vibes très différentes et mes préférées bien évidemment, ce sont celles qui sont complètement laissées à l'abandon, celles sur lesquelles la nature a complètement repris ses droits, remplies de magnifiques mousses, plein de petites graines qui se sont déposées là au fur et à mesure des années, avec des fleurs qui ont poussé et une vie qui a complètement repris le dessus, remplie de petits insectes qui se promènent ça et là.
On est sur quelque chose que je trouve d'extrêmement poétique. Et pour moi, c'est encore plus incroyable qu'il les laisse là, dans le cimetière, sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne les nettoyer et en prendre soin pour s'en occuper. Je pensais un peu que car ce cimetière a un côté touristique, ce serait fait, mais en fait, pas du tout. Et ça fait partie du charme et personnellement, je suis très contente de ça. Quand je suis dans les cimetières, j'ai toujours une petite pensée pour Doctor Who, avec les anges bien évidemment. Ne pas cligner les yeux, ne pas se retourner. Sauf qu'il y en a un peu partout, du coup, difficile de faire sans. Sur toutes les statues présentes, je trouve ça complètement fascinant de regarder le travail des artistes pour voir tous les détails qu'ils ont pu mettre dans chaque personnage. Un peu plus loin, j'ai croisé un adorable gang de corbeaux qui était en train de chiller au soleil et de m'enjouiller des petits verres ou je ne sais quoi. J'ai passé un sacré moment à les regarder juste exister. C'est là que je me suis rendu compte que dans les cimetières, c'est la vie que je regardais. J'observe la nature, les animaux et même les autres humains que je croise. Du coup, j'avais trop envie d'aller leur faire des petits cousi, mais je crois qu'ils étaient pas assez sociables pour. En tout cas, j'ai essayé de m'en rapprocher de 2-3 et ils avaient l'air tellement soigneux. Ils avaient une bague, donc je pense qu'ils appartiennent au cimetière, ou en tout cas ils sont recensés. Et je trouve ça très chouette pour eux. C'est vrai que de tous les animaux que je croise dans le cimetière, je les trouve toujours en excellent état. Donc je me dis qu'il y a sûrement quelque chose qui a été conçu pour eux, ça c'est chouette. Mes moments favoris lors des visites des cimetières, c'est de passer par les petits chemins de traverse. Les chemins de côté et rarement dans la grande allée principale. J'aime bien me promener comme ça au gré des escaliers et des chemins entre les tombes, sans savoir vraiment où est-ce que je vais tomber. Regarder à droite, à gauche et être toujours surprise au détour d'une tombe. Là, je croise ce grand arbre qui barre le chemin. Je trouve ça trop joli et j'en suis complètement fan. Je l'avais fait en live avec vous et j'ai beaucoup aimé. J'aime toutes ces couleurs présentes, le mélange entre le vert des feuilles et les rouges des petites baies, c'est très sympathique. C'est drôle parce que j'avais en tête que l'hiver est une saison sans couleurs et morne en partie parce que les arbres perdent la feuille, mais en fait, plus je suis en contact avec la nature, plus je me rappelle qu'en fait non. Il y a plein d'autres choses qui continuent à pousser en cette saison et à être présentes. Il suffit juste de prendre un petit peu le temps de regarder autour de soi et de l'apprécier. J'ai aussi pas mal l'habitude de me promener avec mes écouteurs pour écouter la musique en parallèle de tout ça. Et là, je ne sais plus exactement pourquoi je les ai enlevés, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait plein de pinsons ou de rouge-gorge et de mésanges qui se promenaient autour de moi et qu'on entendait très fort. Et du coup, ça m'a permis de regarder dans les arbres pour les découvrir. Donc je sais pas exactement si je vais pouvoir vous mettre un petit extrait sonore qui sera audible, mais si jamais, c'est maintenant. Et je trouve ça incroyable d'être en plein centre de Paris et de croiser des lieux aussi doux, aussi reposants, aussi calmes et loin de toute agitation. Quand je croise des personnes âgées, je me demande toujours s'ils vont voir des amis, des amours ou leur future demeure. Il y a souvent une lenteur inhérente à ces personnes qui me fascine, comme si elles étaient ralenties par le poids de toutes les expériences de leur vie. J'aime beaucoup ce coin-là avec l'arbre et les jolies plantes qui, par leur présence, nous promettent de belles fleurs bientôt. On se rapproche de la première tombe que je vais toujours voir avec grand plaisir et que pourtant, à chaque fois, je galère un peu à trouver. La tombe de Giovanna Gassion, aussi connue sous le nom de Edith Piaf. C'est une chanteuse qui est rattachée à plein de moments de ma vie. Pour commencer, je l'ai beaucoup entendue quand j'étais enfant. Enfin, plutôt la version chantée par ma grand-mère car dans sa voiture, il n'y avait pas d'autoradio et pendant nos nombreuses heures de trajet que l'on se faisait régulièrement, elle la chantait à tue-tête. J'aime beaucoup ces moments de complicité ensemble donc j'ai vraiment développé une grande affection pour ses paroles. Puis, quand j'avais 17-18 ans, j'ai déménagé à Paris. Et ça a été vraiment une immense découverte. Un grand bonheur et une révélation pour moi, cette ville. J'ai pu commencer à être moi pour de vrai. Et Piaf chante aussi de nombreuses chansons d'amour pour Paris. C'est vraiment mon petit rituel de les écouter à chaque fois que je reviens ici. Donc je les écoute en boucle depuis plus de 10 ans. Je pense que je les connais à peu près toutes par cœur. J'ai tout lu, vu sur son histoire et c'est rare que j'ai des passions comme ça sur des personnes très spécifiques, mais j'aime bien ça. Et c'est reparti pour aller slalomer dans les petits chemins à la recherche de la tombe d'un autre chanteur, guitariste, dessinateur, qui a tout autant fait partie de ma vie. Là par contre je me suis complètement perdue. Cette tombe là à chaque fois je sais à peu près qu'elle est par là, mais je mets un sacré temps avant de la retrouver. Donc j'ai décidé d'abandonner la recherche active, puis de me laisser porter par mes pas. Souvent ça fonctionne bien comme ça. Ça m'a fait passer devant cet endroit que je trouve magnifique. Je l'ai fait à la gouache cette semaine sur Twitch. Incroyable rendu, je suis trop fière de mes couleurs. Même si j'ai fini par renverser mon pot d'eau à la fin intégralement dessus. La cata. Même si en vrai ça va, ça aurait pu être pire. Mais il va falloir que je refasse pas mal de retouches parce qu'il y a des parties de la gouache qui se sont complètement mélangées avec l'eau. Donc tout est devenu flou.
J'ai aussi croisé un beau chat noir, tout est si cliché entre lui, les tombes et les corbeaux. C'est le chat de ce couple de personnes âgées qui marchait avec eux et ils papotaient ensemble. Je fonds complètement, mais tant de mignonneries. Là, je continue à partir à la recherche de la tombe. Je décide de passer complètement hors des sentiers battus. J'arrive sur un petit promontoire où on voit le cimetière d'en haut. J'aime beaucoup aussi la vue que ça donne. On sent vraiment, même à travers la vidéo, je trouve, l'air frais de l'hiver. Ne vous inquiétez pas, bien sûr, ça reste des chemins, parce qu'il y a quand même des marches de temps en temps, et je fais toujours bien évidemment attention à ne jamais marcher sur une tombe. C'est normal de se slalomer entre les édifices parce que c'est arrangé comme ça. Donc moi j'aime bien promener là-dedans et marcher dans l'herbe et la boue, même si j'ai failli glisser beaucoup de fois. Finalement, je suis tombée sur la tombe de Jim Morrison, ce qui me va aussi très bien. C'était pas lui que j'étais venue chercher, mais monument assez historique pour passer par là également. Celle-là est carrément entourée de barrières pour que personne ne puisse s'en approcher. Il continue à avoir toujours énormément de gens qui passent le voir, qui collent leur chewing-gum sur l'arbre devant, et les gens qui viennent déposer des petits objets pour lui laisser des mots, des stickers, des cadenas ou autre. Après une petite pause par là, je reprends mon chemin. Et ça y est, je la vois enfin, la tombe de Mano Solo. C'est l'autre chanteur qui a beaucoup marqué mon arrivée à Paris. Je l'ai découvert grâce à ma meilleure amie. Et il chante à Paris tellement à l'opposé d'Edith Piaf que je trouve que leur version se complète extrêmement bien. Elle, une version très romancée et douce de Paris, et lui une version très réaliste. Non, j'ai plutôt envie de dire une version dure. En même temps, avec la vie qu'il a eue, ça m'étonne pas. Mano Solo était le fils de Cabu, un dessinateur du journal de Charlie Hebdo. Du coup, ça m'a rappelé que ça faisait 10 ans, le 7 janvier de cette année, que cette tragédie était arrivée. J'ai fait un petit détour par les tombes des personnes qui sont malheureusement décédées lors de cette attaque. Déjà 10 ans. Déjà 10 ans et je suis toujours aussi émotive à chaque fois que j'y repense. C'était ma première année à Paris, j'étais là depuis 3 mois quand c'est arrivé, et c'était une énorme secousse pour le milieu de la création, de savoir qu'il y avait des gens qui pouvaient atteindre à ta vie juste pour ta liberté d'expression. C'était très marquant. Et ça m'a encore plus donné envie de me battre pour ça et de continuer à créer. Ensuite, je me suis posée un petit peu tranquillement sur un petit banc pour venir dessiner. Là, je me dis, mais trop bien, il est 17h, il me reste 1 heure pour dessiner. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai froid. Je sors mon petit bonnet et c'est parti. Bien évidemment, Team Pouf Souffle pour toujours avec ce beau bonnet jaune qui apporte une petite touche de couleur assortie à mon joli carnet de dessin. Je profite de cette jolie lumière pour vous montrer ce que j'ai fait entre temps. Du coup, voici les dessins de la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée. J'étais un peu dans une vibe de dessiner des trucs un peu étranges, type cabinet de curiosité, parce que j'ai dessiné des squelettes de fœtus d'enfants et des malformations de crânes de bœuf, qui sont devenus complètement fusionnés du coup. Mais j'aime beaucoup le rendu, je trouve ça très très chouette, et en même temps, c'est des choses que j'ai pu observer qui me fascinent complètement depuis toujours, mi-terrifiant, mi-fascinant. Donc c'est parti maintenant pour aller dessiner les tombes du cimetière. À tout moment, le soleil faisait une petite disparition derrière pour partir se coucher. Et moi j'ai été vachement inspirée par ces jolies fleurs violettes en contraste avec le vert de la mousse. Donc je vous montre mon matériel. Toujours un petit peu le même que j'utilise dehors, mais je me permets de vous remontrer ça car je sais qu'il y a plein de nouvelles personnes qui me rejoignent à chaque fois, donc merci encore d'arriver jusqu'ici. Et on est de plus en plus, je vois qu'on se rapproche dangereusement des 500 personnes. Je trouve ça incroyable et ça me booste vraiment. Vos commentaires, vos messages, vos retours, ça me donne une force infinie. Je pense à vous à chaque fois que je filme avec un grand sourire. Donc, j'ai ma grande palette d'aquarelle, mon stylo marron et un petit crayon gris, acheté il y a 10 ans, rempli de petites tours Eiffel dessus, très important bien sûr. Et puis mon pinceau à réservoir avec de l'eau. Pendant que je commence à poser les croquis, je vous parle de La Cité des Brumes oubliées. C'est le livre qui a inspiré Le Voyage de Chihiro, le film de Hayao Miyazaki des studios Ghibli. Pour l'instant, j'en suis à un peu plus de la moitié, c'est très mignon. Il fait 150 pages, il sera rapidement lu et c'est très léger. On y suit une petite fille qui arrive dans un village magique où il se passe plein de choses. Pour l'instant, c'est loin d'être aussi deep, aussi glauque et aussi dark que le film de Miyazaki, mais je vois beaucoup d'allusions où j'ai un petit peu peur de ce qui va se passer après. Du genre, plusieurs fois on lui donne à manger en lui disant « Non, non, mais t'inquiète, ça fait pas grossir ». Je lis ça chill, mais en parallèle de ça, j'ai la scène des cochons avec les parents, trauma à jamais dans ma tête. Donc TMTC si tu l'as vu, hein. Je vous tiendrai au courant de la fin du livre pour ça. Pour l'instant en tout cas, les 90 premières pages ont été très agréables, il se relit très rapidement. Clairement c'est pas mon livre de l'année, mais il est très doux et facile à lire. Je pense que si vous avez des enfants, ça pourrait beaucoup leur plaire d'ailleurs. Et est-ce que vous avez vu mon petit marque-page trop chou? Today is a good day. Il me met tant de bonne humeur. Si vous le voulez aussi, il est dispo dans ma boutique en ligne, n'hésitez pas à y faire un tour. J'avais très envie pour dessiner sur ce carnet de faire une grande double page. Du coup j'ai commencé à faire mon croquis des deux côtés, puis je me suis dit que ça serait bien de commencer par la feuille de droite. Je pensais juste qu'elle était plus proche de la caméra et je m'étais dit que vous y verrez mieux, mais au final ma main passe absolument devant tout. Du coup on n'y voit pas grand chose, mais c'est pas très grave. Je vous montrerai mieux sur mon carnet tout à l'heure. Donc je commence l'ancrage avec mon stylo et là, pas de chance. Après quelques traits seulement, j'entends une cloche retentir et le gardien qui vient me voir pour me dire que le cimetière fermait. Parce qu'en fait on était en plein hiver et qu'au lieu de fermer à 18h, il fermait à 17h30. Du coup j'étais un peu frustrée et j'ai pas pu finir ça sur place, mais je l'ai fini après, c'est pas très grave.
Voilà, je vous ai fait des plans pour vous montrer tout ce que j'ai fait. J'ai fini la partie de droite que j'ai mise en couleur aussi avec un petit peu d'aquarelle. Ça manque un petit peu de contraste pour tout vous dire, ça sera encore un petit peu à bosser. Et de l'autre côté, je pense que vous le reconnaissez, c'est l'arbre qu'on a croisé et que j'ai voulu dessiner. Et bien pour séparer les deux paysages qui étaient en pleine page, celui-ci, je l'ai fait en valeur de sépia. Voilà, ça marche plutôt pas mal et je suis vraiment contente du résultat. Hein. Je vous montre aussi la gouache que j'ai faite et j'en profite pour vous parler du challenge mensuel que j'organise qui s'appelle la serre créative des pailletons. Ça se passe majoritairement sur le Discord et sur Twitch. Chaque mois, on choisit une de mes photos pour nous inspirer comme référence pour une création. Donc voici celle de ce mois-ci. N'hésitez pas à participer, tout le monde est bienvenu, peu importe le média et le niveau. L'idée, c'est de passer un bon moment en le faisant. On choisit aussi des thèmes pour des créations. Pour février, c'est chouettes et crevettes. Il y a aussi le challenge de dessiner avec du café. Donc là, je suis très contente de tous ces rendus et ça me fait hyper plaisir de prendre du temps pour faire ça en ce moment. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like et laisser un petit commentaire, même si c'est juste un petit emoji, moi ça m'aide beaucoup. Et honnêtement, quand vous laissez des commentaires un peu plus complets, ça me va droit au cœur et ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec vous. C'est quelque chose que j'aime beaucoup avec YouTube, j'ai l'impression de créer un échange beaucoup plus grand avec vous. Vous êtes une force et une motivation pour moi. Alors je vous remercie pour tout ça. Je vous fais plein de bisous pailletés et je vous dis à très bientôt. Bye!